dans cet épisode de L'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Aujourd'hui, je reçois Nourou, qui est développeur Bitcoin. Il est à l'initiative de Bitcoin Sénégal et il produit du contenu éducatif de pointe en français et en wolof sur les réseaux sociaux. Bonjour Nourou, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bonjour Prince. On va dire que je suis un bitcoiner féroce, quoi. Je ne tolère pas les shitcoins, mais sinon, la présentation, elle est complète. C'est top. Bon, c'est tant mieux parce que sur ce podcast-là, c'est Bitcoin only. On n'a absolument pas besoin d'entendre parler des crypto-monnaies. Bon, on va commencer par ton rite initiatique au Bitcoin, en quelque sorte. Comment est-ce que tu as connu Bitcoin et puis comment est-ce que tu en es arrivé là, à être Bitcoiner farouche? Ouais, il faut savoir que tout bitcoiner farouche, en tout cas la majeure partie des bitcoiners farouches sont passés par les shitcoins. Donc c'est en 2017 où j'ai eu un collègue, il est venu, il savait que moi j'avais un esprit panafricaniste, c'était un Marocain. Il me Mhm. dit, tu as entendu parler des concepts de crypto-monnaie, une monnaie décentralisée que personne ne peut contrôler et tout. Je lui dis, ah bon, ça peut être intéressant. Et là, il me parle de Ripple. Donc à Mhm. l'époque, j'ai dit, ok, allons voir. Donc j'ai commencé à me renseigner et là, j'ai vu que Ripple n'est pas vraiment ce qu'il m'a vendu. Mais j'ai vu qu'en fait, avant Ripple, il y avait d'autres crypto-monnaies. Et donc je me suis dit, ok, actuellement, il y a des milliers de crypto-monnaies qui sont sur cette liste-là. Autant étudier en suivant justement le palmarès, quoi. Je vais commencer par le premier qui est Bitcoin. Mhm. Après, si ça ne me satisfait pas, je vais regarder Ethereum, etc., etc. Et bah, comme tu peux le constater, je me suis arrêté à Bitcoin, hein. Même si en entreprise, j'ai eu à travailler sur la blockchain Ethereum, Ok. mais je me suis arrêté à Bitcoin, tellement la philosophie m'a parlé. Et à chaque fois que je me renseignais sur le Bitcoin, ça devenait de plus en plus intéressant, quoi. C'est comme ça que j'ai découvert le Bitcoin. Et dis-moi, c'est quoi la caractéristique de Bitcoin qui te parle le plus en fait? C'est ça une philosophie. Tu vois, cette philosophie qui vient des cypherpunks. En fait, c'est cette aptitude de l'être humain à protéger des autres êtres humains. C'est cette attitude de l'être humain à partager sa connaissance aux autres êtres humains. Donc quand j'ai vu l'histoire des cypherpunks, ces gens qui sont extrêmement talentueux dans leur domaine qui est la cryptographie, qui travaillent dans des entreprises, qui gagnent de bons salaires, ils auraient pu se contenter de ça. Mais ils Mhm. ont fait un constat, ils ont dit, OK, actuellement, c'est le début d'Internet. Eux, ils ont contribué à la naissance d'Internet. Ils se sont dit, les États vont profiter d'Internet pour collecter des données. Mais on ne doit pas laisser faire ça. Il faut donner des outils gratuits aux gens pour se protéger contre cette collecte massive de données. Donc déjà, cette première partie-là, moi, ça m'a touché, quoi. Je me suis dit, OK, ça, ce sont des valeurs que j'aime retrouver chez des gens, que j'aime cultiver chez moi. Ensuite, je suis financier de base. Donc, dès l'école, on connaît l'histoire de la crise des subprimes. Je me suis rendu compte que le Bitcoin était lié à la crise des subprimes, tu vois. Et donc là, j'ai pété un câble. Je me suis dit, OK, eux, ils ont déjà fait ce qu'ils ont fait dans les années 80. Et là, ils veulent en fait permettre aux gens d'être leur propre banque et de s'échapper en fait tout simplement du système financier classique. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu au fond de moi, inconsciemment. Et donc Bitcoin, ça a été une révélation. Donc la philosophie, c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans Bitcoin, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et pour les auditeurs, petit rappel sur les cypherpunks. En fait, les cypherpunks, ce sont des mecs brillants, absolument brillants dans leur domaine d'expertise. Ce sont des mathématiciens, des physiciens, des cryptographes,
des philosophes, c'est des gens qui sont des cerveaux absolument brillants, qui luttent enfin, qui ont une philosophie plutôt libertarienne, donc qui luttent pour que les gens soient totalement maîtres de d'eux-mêmes, de leur richesse, de ce qu'ils produisent. Et ça part, enfin, c'est né de tous les abus qu'il y a eu d'Internet et puis du système financier classique. Et puis bon, en 2008, avec la crise des subprimes, comme tu le disais là, ils ont décidé il y avait plein d'expérimentations qui se faisaient auparavant, mais en 2008, il y a eu celle qui a mené à Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto qui a publié le fameux white paper qui a été le début de cette révolution-là. Ok, cool. Mais enfin, le Bitcoin, finalement, comment est-ce que tu expliques ce concept qui est complexe? Parce que, enfin, c'est pas tant que, et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma découverte, ouais, de mes découvertes au fur et à mesure que je creusais le sujet. C'est pas tant que le sujet il est complexe, Bitcoin, c'est surtout que il est éloigné de nous. Parce que pour, pour pouvoir le percevoir, faut casser beaucoup d'idées préconçues, en fait. Et ça, c'est quelque chose de pas facile, tu vois. Donc, comment toi, tu expliques Bitcoin aux gens de ton entourage, aux gens de ta communauté? Ouais, ça c'est une question intéressante parce que Bitcoin c'est plusieurs choses, tu vois. Donc à chaque fois, moi je dis Bitcoin c'est quatre choses. Donc c'est la philosophie, c'est un réseau peer-to-peer, c'est un protocole, c'est une monnaie. Donc je commence par la philosophie, j'explique aux gens les cypherpunks, etc. Donc au final, parce que quand il s'agit d'un système, et c'est comme ça que l'avait défini Satoshi Nakamoto, le peer-to-peer electronic cash system, il faut expliquer pourquoi une personne s'est levée ou bien des personnes se sont levées pour mettre ça en place. Donc la philosophie, elle est importante. Maintenant qu'on veut passer d'un système centralisé à un système décentralisé, on a besoin d'un réseau décentralisé. Donc Bitcoin, c'est aussi un réseau peer-to-peer qui est composé de nœuds. Des nœuds qui, qui ont, ça peut être des PC, Raspberry Pi, etc., qui ont des copies de ce qui se passe dans le réseau depuis sa création. Donc là aussi, j'explique aux gens que ce sont ces nœuds-là qui permettent à tout un chacun d'être sa propre banque, d'avoir des adresses. Genre, tu peux être une personne, avoir des milliers, voire des millions d'adresses. Tu peux envoyer à qui tu veux, à partir de ton nœud, recevoir de qui tu veux. Donc, ce réseau peer-to-peer-là est extrêmement important pour coller à la philosophie de Bitcoin. Maintenant, étant donné qu'on est dans un réseau peer-to-peer et que tu as plusieurs acteurs qui viennent des quatre coins du monde, il faut qu'il y ait des règles pour que ça fonctionne. Et donc, c'est là où on va parler de Bitcoin, le protocole. Donc, ce protocole-là, qui est un ensemble de règles, qui est open source, disponible sur GitHub, que tout le monde peut voir. Et donc, c'est ce protocole qui définit les règles de validité d'une transaction, les règles de validité des blocs, comment fonctionne le réseau. Voilà, toutes les règles qui font que tu peux envoyer du Bitcoin à quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde en fermant les yeux parce que c'est le protocole qui s'occupe de faire les checks pour toi. Donc, puisqu'on a ce système-là qui est décentralisé, qui est autorégulé, donc où tu n'as pas besoin de faire confiance à l'autre pour lui envoyer ou bien pour recevoir, on peut mettre dessus, par-dessus, une monnaie. Donc, qui est un token auquel on a donné une valeur et donc qui transite via le réseau. Et donc, c'est comme ça que j'explique Bitcoin aux gens. Et, et la plupart du temps, ça soulève d'autres questions encore. Mais c'est déjà suffisant pour les pousser à se poser voilà, des questions, quoi. Ouais, ça c'est sûr, parce que ça sort immédiatement de la conception de Bitcoin et son cours, parce que tout le monde est focalisé sur le prix, en fait, le cours du Bitcoin, alors que ce n'est jamais rien que du bruit de marché. Tu sais, là, j'étais en interview sur une chaîne de télé, là, il y a quelques semaines, où il n'arrêtait pas de dire le cours, ça a chuté, Bitcoin, c'est mort. Je dis, mais le prix, ce n'est pas important, ce n'est absolument pas important. Les fondamentaux sont là, l'adoption, ça continue. Le réseau est plus sécurisé que jamais. Je veux dire, le hash rate a atteint ses sommets. Comment on appelle? Enfin,
le nombre de nœuds ne fait qu'augmenter, l'utilisation du Lightning Network, ça ne fait qu'augmenter. Tu as 2 États qui en ont fait monnaie légale. C'est ça les choses qu'on doit regarder. Si on veut creuser un peu plus loin, regarder depuis l'adoption du Bitcoin au, euh, au Salvador, les chiffres de ce pays-là, c'est quoi? Il y a le tourisme qui a augmenté, le PIB a augmenté. Ça, c'est les bonnes informations. Le coût, à la limite, on s'en fout un peu. Littéralement. Et donc, quand tu en discutes avec des gens, ils restent accrochés à ça, en fait. Donc, quand tu commences à parler de ces concepts-là, ils cherchent à raccrocher le wagon du prix et de la spéculation à tout ce qu'ils disent, enfin, à tout ce que tu leur dis. Et ça fait des blocages dans les esprits. Mais C'est assez Prince, particulier. justement, c'est pour ça, ce que tu fais est important. Parce que la plupart de ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ont ces pensées-là? C'est parce que la première fois qu'ils entendent parler de Bitcoin, c'est parce qu'on leur parle que du prix. Tu peux être riche, mets ton argent, tu vas gagner. Or, via ton podcast, via d'autres contenus mis en place, créés et distribués gratuitement par des gens, ils vont pouvoir avoir un autre point de vue. Et c'est extrêmement important. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et une des questions qui arrive très vite quand tu commences à expliquer Bitcoin aux gens, c'est mais pourquoi Bitcoin et puis pas une autre crypto? Toi, comment est-ce que tu réagis enfin, comment est-ce que tu démontes les cryptos rapidement par rapport à Bitcoin? Mais on en revient encore une fois à la philosophie tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a créé Ethereum? Pourquoi est-ce que quelqu'un a créé Solana? Pourquoi est-ce qu'on avait créé Luna? Tu vois? Donc, je répète tout le temps la philosophie, quoi. Et aussi, je leur rappelle une chose, c'est que c'est Vitalik. Donc, à un moment donné, il avait parlé du trilemme de la Mm, blockchain. Mais moi, je lui dis le trilemme de Bitcoin. Décentralisation, scalabilité, sécurité. Bitcoin est attaqué tous les jours depuis sa création. Bitcoin a été résistant. Aujourd'hui, on voit des blockchains, entre guillemets, qui tombent en panne tout le temps. On voit des mm, blockchains sur lesquels on a créé des smart contracts qui sont hackés tous les jours. On voit des blockchains maintenant qui disparaissent du jour au lendemain parce que ce sont des Ponzi, tu vois. Donc pourquoi Bitcoin? Parce que c'est la valeur refuge, parce que c'est aujourd'hui, parce qu'au final, tous ces systèmes sont juste des logiciels. Donc quel est le logiciel que tu vas utiliser pour travailler dans ton bureau? C'est celui qui est le plus fiable, c'est mm. celui qui t'apporte le plus de valeur. Donc Bitcoin aujourd'hui, en tant que logiciel, donc un ensemble de lignes de code, c'est celui qui a fait ses preuves qui est le plus fiable. Donc c'est pourquoi Bitcoin et pas les autres. Mais aussi, il y a cette capacité de Bitcoin à être résilient. On le voit actuellement pendant que c'est la marée rouge. Je sais pas comment Mm. je vais dire ça, mais Bitcoin est actuellement la seule monnaie, la seule valeur qui résiste. Maintenant, des gens vont dire, ouais, mais c'est passé de 66 000 dollars à 30 000 dollars. Sans oublier qu'il y a 3 ans, ça valait 3 000 dollars. Mm. Tu vois. Sans oublier que tu as en face de toi, et ça aussi, c'est un des trucs qui me fait aimer Bitcoin, le nombre est limité. Tu as un actif dont le nombre est limité, mais dont les gens découvrent de jour en jour l'importance et l'utilité. Donc tu vas avoir un décalage entre l'offre et la demande, et c'est ça qui arrive tous les jours. Donc c'est pour ça maintenant, tu vas entendre beaucoup de gens parler de number go up technology, c'est-à-dire que le Bitcoin, son hash rate ne va faire qu'augmenter. Le nombre d'utilisateurs ne va faire qu'augmenter. Son prix ne va faire qu'augmenter. Et ainsi de suite, quoi. Donc voilà pourquoi Bitcoin. Tu parles de hashrate, c'est très intéressant parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, enfin c'est une analyse que je me faisais il y a quelques jours. Malgré la chute du cours du Bitcoin, le hash rate, il ne fait qu'augmenter. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que, vu que le cours, il ne fait que chuter, enfin, il est plutôt bas, c'est vrai qu'il se stabilise entre 29 et 32 000 dollars, là. Normalement, les mineurs devraient se mettre à débrancher, en fait. Parce que pour beaucoup, c'est pas rentable. Mais je n'arrive pas à m'expliquer
pourquoi il y a toujours autant de mineurs qui sont connectés et personne ne débranche. Au contraire, les gens ne font que brancher des machines de minage et ça rend le réseau de plus en plus sécurisé. Je sais pas si tu as déjà pensé à ce truc-là, mais ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup ces jours-ci. Oui, tu sais, un jour, j'ai une entreprise donc, qui tourne autour de Bitcoin. Un jour, j'ai pris un stagiaire donc, de l'école polytechnique ici à Dakar. Lui, il était spécialisé en énergie. Donc, je lui ai dit, OK, on a 3 mois, on va étudier le marché de l'énergie ici au Sénégal. On va essayer de voir à la fin de ton stage, est-ce que c'est rentable de miner au Sénégal. À la fin, notre conclusion, c'était quoi? Peu importe où tu mines à Dakar, malgré un prix de l'électricité qui est plus cher quand même qu'aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, hein, ça, il faut le noter. Malgré le fait qu'on n'a même pas regardé les énergies renouvelables ou bien si on avait des panneaux solaires, etc. Mhm. Si tu prends un ASICS de 8 000 $ sur lequel tu investis et que tous les mois tu payes ton électricité, plus une installation de vidéosurveillance, plus un gardien, plus un local que tu payes, malgré tout, ton ASICS sera rentable en 200 jours. Tu vois, Ah en ouais, sachant que la durée de vie d'un ASICS, ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans. c'est un peu Donc, plus, hein. C'est un peu plus même. Donc ouais, un ASICS qui tourne tous les jours, tu vois. Donc, ce qui veut dire que le minage est extrêmement rentable. Et c'est pour ça, maintenant, tu vas entendre parler des discours qui te diront, faut pas miner, c'est trop cher. Parce qu'ils veulent pas que quelqu'un vienne partager tu vois, le gâteau avec eux. Mais bon. Ok, ok. Et nous, je veux qu'on parle un peu de tes initiatives pour l'adoption de Bitcoin. Je sais que tu fais beaucoup, notamment tu essaies d'orange piler un maximum de personnes à travers Bitcoin Sénégal pour commencer, mais je sais que tu as des initiatives envers les commerces aussi, et puis peut-être de ton entreprise qui a accès Bitcoin. Ok, alors, il faut savoir que j'ai deux casquettes. Donc, j'ai une casquette de chef d'entreprise d'une entreprise qui est Bitcoin only, tu vois. Donc, dans cette entreprise-là, on a un processeur de paiement qu'on a pris d'un processeur open source qui s'appelle BTC Pay Server, Mhm. qu'on a un peu mis à notre sauce, qu'on a hosté sur nos propres serveurs et qui sert aujourd'hui à ces commerces-là dont tu parles. Ok. Pour anticiper sur une chose, c'est aussi on est en train de construire un exchange peer-to-peer ici à Dakar pour pouvoir acheter du Bitcoin avec les moyens de paiement locaux. Mais ça, c'est ma casquette vraiment business. J'ai une autre casquette volontaire, bénévole, que je fais depuis 1 an et quelques maintenant, où je suis parti d'un constat. Tu vas voir des gens qui vont prôner, qui sont en train de ramener la vérité du Bitcoin aux Africains, surtout aux Sénégalais. Voilà, qui sont en train de libérer les Sénégalais, etc. Alors qu'ils ne font rien concrètement sur le terrain. J'ai suivi ces gens-là, j'ai regardé pendant 1 an, 2 ans, j'ai vu qu'en fait, concrètement, ces gens-là n'apportaient rien de nouveau aux Sénégalais. Ils utilisaient plus les Sénégalais pour, en fait, monnayer leur communauté. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Tu sais, une personne pour monnayer sa communauté, si sa communauté est d'accord et au courant. Ou bien si tu dis, hé les gars, ok, moi, je vais utiliser ce groupe-là, je vais utiliser ça pour faire ça et je vais être rémunéré. Ouais, quand tu discloses clairement Exactement. Ouais. Mais tu peux pas venir dire, ok les gars, je vais vous ramener Bitcoin, je suis en train de, voilà, voilà, aller dehors et dire, voilà, je suis en train de ramener le Bitcoin ici, mais concrètement, il n'y a rien. Et donc c'est là où je me suis rebellé un peu. Et puisque Bitcoin, tu n'as pas tu demandes d'autorisation à personne. Donc là, j'ai créé Bitcoin Sénégal et j'ai commencé par un club sur Clubhouse. Mm. Donc j'ai changé avec les gens en Wolof pour pouvoir vraiment leur expliquer Bitcoin. Après, on est passé de Clubhouse à Twitter, après à Telegram. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire des vidéos à la fois théoriques et des vidéos pratiques pour montrer aux développeurs comment installer un nœud Bitcoin parce que c'est la base pour créer maintenant des applications, donc des wallets et même des exchanges. Mm. Et voilà, grosso modo, pourquoi aujourd'hui Bitcoin Sénégal est ce qu'il est, quoi. Et on espère continuer ça pendant longtemps encore.
Ouais, c'est top comme initiative et je vois que de plus en plus parce que moi je suis en train enfin j'essaie de faire un travail d'identification des contacts des personnes clés, bitcoiners en Afrique, partout en Afrique, hein et bah, les Nigérians, enfin, ils trustent un peu le Twitter les Nigérians, les Sud-Africains, les Kenyans, les Ghanéens dans une certaine mesure et quand je vois un peu ce qu'ils font, quand je me connecte très souvent à leur space, ils ont des discussions enflammées, c'est à l'américaine. Les gars, ils sont prêts à chasser toute personne qui évoque un shitcoin quand ils font leur space. Ils sont mais hyper impliqués. Et il y a des initiatives mais ultra sympas. Je sais pas, tu as déjà vu les vidéos de Bitcoin et Kasi en Afrique du Sud là, où ils essaient d'initier des enfants des townships à utiliser Lightning. C'est hyper impressionnant. J'ai déjà relayé plein de leurs vidéos parce que c'est sympa. T'as des gamins, on leur donne quelques sats et puis ils vont à la boutique du quartier, ils vont acheter un Coca-Cola ou bien un biscuit avec leur wallet Bitcoin. Il va flasher le QR code juste devant la boutique. Enfin, c'est des choses comme ça que je veux voir à Abidjan, à Dakar, à Saint-Louis. Mais c'est des choses que c'est de la communauté qu'émane ce genre d'initiative-là, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa. Effectivement, c'est de la communauté que doivent venir ces initiatives-là. Maintenant, il faut que la personne soit assez motivée. Tu sais, Mm, aussi bien toi et moi, parfois on sacrifie des heures qu'on aurait pu passer avec nos familles. Tu vois, mm. moi, toutes les Ouais. heures où j'ai passé à monter des vidéos, à enregistrer des trucs, j'aurais pu le passer avec ma famille, tu vois. Mais, quand même, et ça aussi, il faut rendre grâce à Dieu Mm. d'être avec des partenaires qui comprennent cette passion-là, tu vois. Qu'on a Orange Pilé, qui sont aussi maintenant des bitcoiners, tu vois, et qui nous laissent faire ce qu'on veut. Moi, je suis toujours en train de lutter avec mon épouse hein, pour la couverture. Je l'ai pas Ça va encore venir, donné. ça va venir. Ok. Euh, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, celui des solutions d'achat de Bitcoin qui sont disponibles au Sénégal. Les solutions d'achat les plus courantes, celles que tu utilises, et puis aussi les solutions de détention de ces Bitcoins, et notamment d'utilisation pour le Lightning Network. Quels sont les wallets que tu utilises ou que tu conseilles aux gens d'utiliser à Dakar? Ok, pour les solutions d'achat, de vente, bon, comme tout pays africain, la plupart du temps, ce sont sur les groupes Telegram, groupes WhatsApp, mais vraiment des groupes spécialisés, quoi, où il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour te mettre dedans, tu vois. Ça, ce sont les premières solutions, les solutions préférées des Sénégalais. Ensuite, tu as les exchanges. Maintenant, sur les exchanges, moi, j'ai mis différentes catégories. Mhm. Pour le moment, tu as un exchange local, c'est-à-dire créé par un Sénégalais qui s'appelle Bachir, que je salue au passage s'il Que nous j'ai écoute eu par après. ailleurs dans un Euh, épisode, il a eu que le je courage, salue aussi. Oui. il a eu le courage de le faire, tu vois. Nous, on est en train de faire, mais ça va sortir dans quelques semaines encore. Ensuite, tu as les exchanges africains qui sont utilisés ici, comme Paxful, comme et Gérard, je le mets comme exchange, mais qui est utilisé ici aussi. C'est un wallet déjà là, plus Mais les gens aussi l'utilisent pour acheter des bitcoins pour et le acheter. Ok, sortir, tu vois. ok. Euh, j'ai aussi vu qu'il y avait un nouvel acteur sur le marché qui s'appelle Yellow Card, tu vois. Donc, il y a ces acteurs-là qui sont là. Et ensuite, tu as les acteurs internationaux comme Local Bitcoin, comme Binance, qui Mhm. sont utilisés, mais vraiment surtout Binance. Binance, les Sénégalais aiment bien, en tout cas d'après ce que j'entends. Mais franchement, moi, mon objectif, c'est que ce soit facile pour le Sénégalais à terme d'acheter du Bitcoin juste en payant avec Orange Money, avec Wave, Mm. avec Free Money, etc. Donc, je me bats pour ça. Actuellement, on est sur le projet qui est un peu complexe, mais c'est normal parce que développer sur Bitcoin est très complexe. Mais à terme, c'est ça qu'on va faire parce que les autres l'ont fait aussi. Et tu verras que une des difficultés qu'ont nos concitoyens d'utiliser les exchanges mondiaux là,
C'est, la problématique d'identification. Parce que moi, j'ai pas mal de potes, bon, enfin, faut pas qu'on se le cache, c'est le moyen le plus simple, d'avoir des bitcoins, c'est passer par un exchange. Donc quelqu'un, pour ses premiers achats de bitcoin, tu es tenté de lui dire: «Écoute, crée-toi un compte sur Binance, crée-toi un compte sur Coinbase et puis tu peux acheter, pour 10 000 francs, 20 000 francs de bitcoin juste pour tester, pour voir, fais-le et tout». Mais enfin, très vite, moi, j'ai eu beaucoup de retours de difficultés à s'authentifier, à à passer la vérification d'identité. C'est complexe. Et puis, la connexion à nos moyens de paiement classiques, habituels, c'est pas toujours top top. Donc, clairement, il y a matière à creuser et à offrir une solution pour. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a fait le choix de le faire peer-to-peer. Pourquoi peer-to-peer? Parce qu'on n'aura pas cette problématique d'identification. En fait, je sais pas si tu connais la solution qui s'appelle BISC, Ouais, tout BISQ. à fait. Donc Mhm. nous, on est en train de nous inspirer un peu de BISC. Maintenant, à la différence de BISC, nous, ce sera un site internet, ce sera pas un client à télécharger sur son PC. Tu vois. Mhm. Et après, au-delà de ça, la problématique maintenant des API mises en place par les Orange, etc. Là, dès lors qu'ils sont au courant que tu es quelqu'un qui veut mettre en place un exchange, Mhm. ça va être extrêmement difficile pour toi. Donc dans le système, ce sera plus euh, un système de chat, quoi, tu vois, où ce sera nous qui allons vérifier que tout se passe bien entre les contreparties. Et même, actuellement, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment mis en place, mais à laquelle je suis en train de réfléchir. C'est permettre à la personne même de posséder 500 francs de Bitcoin en intégrant le Lightning dans l'exchange, tu vois. Parce que pour le Lightning, ces petits montants-là, tu peux les envoyer via les réseaux. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Mais comme tu l'as dit, toutes les problématiques de liquidity, inbound liquidity, outbound liquidity, etc., c'est extrêmement sensible à gérer. Et si jamais des fonds se perdent sur le réseau Lightning, il y a un problème de crédibilité sur notre solution. Et j'enchaîne avec ta question. Quels sont les wallets Lightning Mhm. que, que je conseillerais? Moi, je conseille très souvent Breeze Wallet, Moon Wallet. Les deux là. En sachant que le Lightning, alors, le Lightning, c'est un débat à part entière, tu sais. Euh, j'ai fait un cursus de développement Lightning Network, donc je connais juste un peu de ce qu'il y a en dessous, mais je peux te dire que le Lightning est vraiment très 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 jeune, tu vois. Il y a beaucoup de fonds perdus sur le Lightning à cause de problèmes de code. C'est extrêmement difficile pour un utilisateur lambda d'utiliser le Lightning Network. Et si tu regardes bien, les wallets qui ont intégré le Lightning Network, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Parce que c'est un gros risque. Même les exchanges, je vois, il y a Kraken récemment qui a intégré le Ouais, il y a Lightning Kraken Network. qui l'offre là Ça va depuis venir, hein. peu de temps. Mm, Le mm, Lightning est déjà en route, tu vois. Ça va venir. Mais c'est comme le Bitcoin en 2014, tu vois. C'est pas encore assez robuste. Ce sont vraiment les utilisateurs expérimentés qui doivent le faire. Et si jamais tu es une entreprise ou bien tu es un développeur et tu veux bâtir une solution, un wallet sur le Lightning Network, il faut vraiment s'entourer de gens expérimentés et qui connaissent bien le Lightning, quoi. mm. Voilà. Je sais de sources bien introduites qu'il y a Galoy, je ne sais pas si tu connais Galoy qui a créé Bitcoin, c'est Bitcoin Beach, donc le wallet qui est utilisé à El Zonte au Salvador. Ils sont en train de bosser sur un wallet pour la République centrafricaine, un wallet qui va intégrer un stablecoin franc CFA. T'imagines ce que ça fera comme effet dans nos communautés si on leur offre, parce que c'est une des clés finalement de l'adoption du Bitcoin au Sénégal, hein, c'est que ils ont pu offrir un wallet Chivo. Bon, c'est vrai que on dit beaucoup de choses sur le wallet Chivo, hein, mais il y a un stablecoin du USD. Donc les gens ont la possibilité, s'ils n'ont pas envie de s'exposer à la volatilité du Bitcoin, de passer en USD, donc de convertir le Bitcoin dans un stablecoin dollar.
Et donc, il y a cette sécurité-là. Donc, tu as la possibilité d'utiliser Bitcoin pour cette transaction, pour ces caractéristiques de transactionnelles. Et puis, si la volatilité, ça t'arrange pas, bah, tu bascules directement en CFA, tu vois, pour ceux qui sont frileux. Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui ressort très, très clairement dans les échanges avec les gens de nos communautés, surtout nos communautés de la zone franc CFA, ils sont très, très, très frileux quant à la volatilité. Parce qu'on est habitué à une monnaie qui est stable. Bon, après, il y a beaucoup à dire sur cette stabilité, là, cet arrimage à l'euro, là. Donc, ça fait que quand on parle de Bitcoin qui est volatile, ça passe pas. Moi, je parle avec des comptables. Dès que tu leur parles de Bitcoin, ils disent, mais comment est-ce que tu traites ça comptablement? Je dis, bah, comme toutes les devises. Je dirais que quand tu es en euros, l'euro, il n'est pas stable par rapport au dollar. Donc, il y a bien de la fluctuation. Il y a qu'à voir récemment comment l'euro a perdu, je pense que ça devait être 14% ou je ne sais plus trop combien de pourcents par rapport au dollar. C'est des choses qui sont prévues par la comptabilité. Tu vas pas réinventer la comptabilité parce que tu utilises Bitcoin. C'est une devise, c'est tout. Et comme toutes les devises, après, il y a des écritures comptables prévues, il y a des schémas comptables pour ça et tout. C'est des choses qui se gèrent en fait. Mais les gens ont ce blocage-là de la volatilité chez nous, bah, ce que n'ont pas forcément les Nigérians ou les Ghanéens, parce qu'ils sont habitués à ce que le CIDI, ils perdent 10% dans une année. Donc, Mais du coup, c'est un sentiment de fausse sécurité, tu vois. Parce que, imaginons, tu as investi ton argent dans le Bitcoin et tu dis, je vais épargner. Le Bitcoin perd 10% de sa valeur, tu prends peur et tu le mets dans un stablecoin CFA. Comme tu l'as dit tout de suite, là, le CFA est mis à l'euro. L'euro a perdu 14% de sa valeur par rapport au dollar. Le CFA a donc automatiquement perdu de la valeur par rapport au dollar. Et nous, les Sénégalais, concrètement, on est des gros importateurs de produits qui viennent du Canada et des États-Unis. Donc ça veut dire que même si tu mets actuellement ton argent ou bien dans le futur dans un stablecoin CFA, tu es toujours, en fait, tu reviens au point de départ. Et donc ça veut dire que ces gens-là, au final, on leur a occulté, encore une fois, cette philosophie de Bitcoin qui leur permettait en fait maintenant d'être, en fait, de s'investir sur un actif déflationniste et pas inflationniste. Maintenant, ceux qui ont peur de la volatilité, ce sont des gens en fait qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas fait de zoom sur tous les actifs qui existent dans ce monde. Faire des fractales. Tous les actifs dans ce monde-là sont volatiles. ouais. L'autre jour, une personne m'a parlé de l'or. Je lui ai dit l'or. Ok, attends, je vais regarder TradingView. Tac, l'or, depuis le mois de février, il est passé de 2000 $ à, je sais pas, 1000 et quelques. Je lui ai dit, tu regardes, l'or aussi a perdu de la valeur. Tout perd de la valeur. Il n'y a que les Ponzi qui promettent aux gens des gains illimités sans perte, tu vois. Donc, très sincèrement, moi, je suis quelqu'un qui est mitigé sur les stablecoins. C'est-à-dire que on peut créer un stablecoin, mais qui va permettre juste l'envoi et la réception. C'est-à-dire que moi, actuellement, je suis au Sénégal. Je veux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est en France. Euh, on peut utiliser une application qui est une interface entre ce stablecoin-là. Et si la personne le reçoit en France, elle peut transformer donc le ICFA en euros. Je sais pas, via un mécanisme bien défini. Après, ça s'arrête là. Mais si jamais les personnes décident, et je pense que c'est le chemin qu'on est en train de prendre, de garder leur argent dans ces stablecoins-là, elles sont en danger. Et pour t'illustrer ça, je reviens sur le hacking de Polynetwork il y a quelques mois. 600 millions de dollars. Le hacker, il transfère 13 millions de dollars sur une adresse USDT. Tu as le CTO de Tether qui sort sur Twitter et qui dit j'ai personnellement bloqué cette adresse. Tu vois, c'est énorme. C'est le CTO qui vient, qui bloque personnellement cette adresse. Ce qui veut dire que ces stablecoins, et franchement, ça c'est un secret de Polichinelle, ne sont pas décentralisés, mais sont extrêmement centralisés et contrôlés par les entités qui les mettent en place. Ça aussi, c'est une alerte. Actuellement, tout se passe bien, mais si jamais demain des États adoptent des stablecoins ou bien des CBDC, franchement, on sera mal loti, quoi.
Oui, c'est sûr. C'est ça, c'est sûr. CBDC, c'est stablecoin, enfin, stablecoin, c'est un peu moins merdi. CBDC, c'est encore pire. Effectivement, les stablecoins, les problèmes, on les connaît. Donc, soit c'est centralisé, donc on revient un peu dans les dogmes de la monnaie fiduciaire classique, notamment avec ce qui s'est passé avec Tether que tu viens de décrire, là. Donc, on a la possibilité d'être censuré à n'importe quel moment. Et puis aussi, il y a le fait que on ne sait pas finalement ce qui se passe avec le PEG, parce qu'ils disent qu'ils ont mis 1 $, mais finalement, on a vu avec Tether aussi, il y a eu le scandale là, qui était censé être backé à 100%, mais c'est pas forcément le cas. C'est là, ils nous disent que c'est pas que du cash, il y a des bons du trésor, il y a d'autres actifs, machin, tout qui sont pas forcément hyper liquides. Donc ça, c'est un des sujets quand on parle de stablecoin centralisé. Et puis l'autre sujet, quand on veut les décentraliser et qu'on crée des stablecoins algorithmiques, bah, ce qui s'est passé avec Luna, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. les, les marchés, les marchés, les portefeuilles des shitcoiners en ont suffisamment souffert. Voilà, mais enfin, c'est clairement problématique ce truc. Il y a vraiment de matière à creuser. Mais c'est dans l'idée de faciliter l'adoption, tu vois. Des gens qui sont pas à l'aise avec ça, au moins ils ont la possibilité. Après, ça aussi, c'est une des philosophies de Bitcoin. Bitcoin ne s'impose à personne. Tout le monde a la capacité de choisir de l'utiliser ou de pas l'utiliser. Donc, pour, euh, pour en, pour améliorer l'adoption, une chose est de permettre aux gens, en plus d'avoir Bitcoin, d'avoir des éléments qui les maintiendront plus ou moins dans cet écosystème-là, parce qu'ils pourront basculer de leur monnaie fiat, s'ils en ont envie, à Bitcoin quand ils veulent et l'utiliser au gré du type de transaction qu'ils veulent réaliser. Enfin, c'est plus dans cet esprit-là que Galois le fait. Je trouve que ça peut être pas mal pour l'adoption, même si fondamentalement, tout comme toi, je pense que les stablecoins, c'est pas vraiment l'idéal parce que finalement, tu es à la merci de la, de la perte de valeur de la monnaie fiduciaire qui est rattachée à ce stablecoin-là. Effectivement, effectivement. Alors, j'avais une question pour toi. J'écoutais comment on appelle, ta présentation sur le Lightning Network. Et je veux que je puisse définir un peu pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est que le Lightning Network. On en a parlé un peu, mais bon, on a peut-être perdu des gens, donc est-ce que tu peux définir ça? Ok, je vais essayer de faire comme la présentation, mais de façon beaucoup plus résumée. Pour connaître le Lightning, il faut d'abord connaître la problématique dont on en parlait tout à l'heure, décentralisation, sécurité, scalabilité. Bitcoin est fait de telle sorte qu'il y a donc le protocole dont on a parlé tout à l'heure, Bitcoin, le protocole, fait de telle sorte qu'actuellement, il y a un système pour pouvoir valider les transactions, les mettre dans un bloc, construire ce bloc header, donc mettre les transactions dans un bloc, faire un travail de hachage et miner. Donc ce minage-là qui prend en moyenne 10 minutes. Parfois, ça peut être quelques secondes, parfois, ça peut être plusieurs heures. Mais en moyenne, c'est 10 minutes. Maintenant, ce- cette problématique-là des transactions qui sont validées en moyenne 10 minutes fait que Bitcoin actuellement, la capacité du réseau, c'est environ entre 7 et 10 transactions par seconde. Aussi, il y a le fait que il est vraiment déconseillé d'envoyer moins de 5 dollars sur le réseau Bitcoin parce que les frais que tu vas payer sur ces 5 dollars-là ne vont pas vraiment insister les mineurs à le mettre dans un bloc. Donc ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Si on prend ces considérations-là, Bitcoin n'est pas vraiment fait pour les échanges du petit commerce. Aller à la boutique du quartier, je sais pas moi, voilà quoi, les échanges qu'on connaît très 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 bien en Afrique, tu vois, dans la rue, etc. Aller acheter un Mm. café, voilà. Donc, il y a un problème de scalabilité de Bitcoin sur ce point-là. Il y a aussi un autre problème qui est lié à si jamais, à un moment donné, des milliers, voire des millions de personnes veulent faire des transactions en Bitcoin en même temps. Il va y avoir bouchon. Et donc, c'est ça qui s'est passé en 2017, où malgré
Tu peux payer les frais les plus élevés sur le réseau, tu vas attendre des heures avant que tu n'aies une transaction. Donc, Bitcoin peut être lente et Bitcoin n'est pas vraiment fait pour les petites transactions. Et donc, c'est là où des gens ont proposé des solutions. Donc, il y a eu des forks, il y a eu d'autres blockchains, il y a les stablecoins, etc. Et d'autres personnes, donc, notamment Joseph Poon et Vidra, ont proposé le Lightning Network. Donc, c'est quoi? Construire un protocole de paiement bidirectionnel qui est directement lié à Bitcoin. Donc, imaginons, moi, Nourou, et toi, Prince, on fait des transactions très souvent. Mm. Donc, on s'envoie très souvent des bitcoins pour n'importe quelle raison. Parce que tu me vends des services, moi, je te vends des produits, etc. Si on doit tout le temps s'envoyer des bitcoins sur le réseau principal, on va payer beaucoup de frais. Relatifs, hein. Même si ce sont des frais minimums, mais relativement, on va payer des frais. Il est beaucoup plus avisé qu'on bloque tous les deux un nombre, mais vraiment défini de bitcoins. Et qu'à partir de là, on s'envoie des transactions Lightning qui vont être comparables à des écritures comptables. Justement, toi qui parlais de comptabilité tout à l'heure. Maintenant, au lieu de bouger les bitcoins, ce sont juste des écritures qui vont être faites. En fait, concrètement, ce sont des commitment transactions. Mais ces commitment transactions-là font que, on va dire, ce sont des écritures comptables pour que l'utilisateur lambda puisse comprendre. Et Mm. maintenant, lorsqu'on bloque ces bitcoins au début, c'est ce qu'on appelle la funding transaction. Lorsqu'on va faire nos petites transactions, ce sont des commitment transactions, des écritures comptables. Et lorsqu'on aura fini de transacter, soit parce qu'on a décidé de, d'arrêter la relation commerciale, ou bien l'un de nous a fini ses bitcoins qu'il avait bloqués, là, il y aura la closing transaction. Et donc, le canal qu'on a ouvert entre nous est fermé. L'avantage du Lightning, c'est que si moi, nous, j'ouvre un canal direct avec toi, Prince, on va jamais payer de frais sur toutes les Mm. transactions qu'on est en train de faire. Donc, les seuls frais qu'on va payer, c'est lors de la funding transaction et lors de la closing transaction. Ce qui est extrêmement bénéfique, quoi. Ça veut dire que Wave vient au Sénégal, dit 1% de frais, tout le monde est content. Là, on te parle de 0% de frais. Presque 0%, tu vois. Donc, grosso modo, c'est comme ça que j'explique le Lightning, même si, encore une fois, c'est une explication vraiment très succincte. Le Ouais, Lightning c'est est beaucoup sûr. plus complexe que ça, quoi. Non, mais Lightning, c'est hyper complexe. Une fois, j'ai essayé de me mettre dedans. Enfin, c'est réputé même plus complexe que Bitcoin dans son fonctionnement, dans le fonctionnement du protocole. Mais bon, dans son usage, il y a encore beaucoup à faire pour simplifier l'usage et tout. C'est vrai que manipuler des wallets, enfin, vouloir avoir une maîtrise totale de être souverain, voilà, être souverain, en transactant Lightning comme on le ferait avec Bitcoin. Donc ça veut dire avoir un nœud, tu vois? Donc tu as ton wallet directement connecté à ton nœud et donc tu gères, donc tu es souverain finalement parce que toutes tes transactions, tu les vérifies toi-même avec ton nœud, donc tu dépends de personne. Vouloir faire ça avec Lightning, c'est encore plus compliqué en fait. Mais bon. On va y arriver un jour. Mais dans Imagine, son on n'a même pas utilisation, il y encore a fini des avec le outils qui Lightning. permettent de rendre ça. Ah, pardon. Comment? Je disais, on n'a même pas encore fini avec le Lightning. Maintenant, il nous parle de tarot, une couche Ouais, supérieure au Lightning, tu vois. Mais bon, on verra. ça avance relativement vite parce que pour les shitcoins là, c'est beaucoup trop long. C'est pour ça que tu as Ethereum, Solana et consorts qui se sont tous lancés, mais qui sont tous en train de se casser la gueule. Et bon, on verra bien quand ils reviendront, les usages qu'ils voudront bien développer sur la chain la plus sécurisée. C'est ça. Ok, bah écoute, là maintenant je vais te poser la dernière question qui est une question qui est désormais une question habituelle du podcast. Est-ce que il y a des personnes, une personne, euh, un bitcoiner que tu voudrais bien écouter sur ce podcast? Est-ce qu'on parle de façon générale ou bien je dois choisir un Bitcoiner africain? Dans l'idéal, un bitcoiner francophone. Ok. Maintenant, ouais, africain dans l'idéal. Alors, ma première pensée va à une personne qui s'appelle Idriss
Idriss Seck, Idi. Euh, Idi, c'est une personne qui vraiment nous soutient dans ce que nous faisons sur le Bitcoin depuis toujours. Ouais. Idi, c'est un banquier, mais Idi, c'est un fanat de Bitcoin. Il suit tous les jours Bitcoin, il réagit sur toutes les informations sur le Bitcoin, il vient à presque tous nos meetups sur le Bitcoin. Donc, Idi est le Bitcoin maximaliste, le Bitcoin maximaliste du Sénégal, quoi. Lui, c'est. Donc voilà, c'est Idi. Ok, c'est bien noté. Euh, Bon, je reviendrai vers toi peut-être pour avoir son Twitter ou pour essayer de le contacter. Pas de souci. Et tu penses à quelqu'un d'autre ou En fait, la personne que j'aimerais vraiment, mais c'est au-delà même de Bitcoiner africain et tout, Mhm. c'est un développeur Bitcoin qui s'appelle Luc Dasher Junior. Parce que Luc, c'est un rebelle, mais Luc, c'est, on va dire, c'est vraiment le gardien du code de Bitcoin. C'est celui dont tout le monde a peur parce que c'est celui qui est le plus vrai d'entre eux. C'est celui qui, en fait, la dedication sur Bitcoin est sans commune mesure. C'est-à-dire que le gars, il est même jusqu'à aller créer son propre client Bitcoin, sa propre implémentation du protocole du Bitcoin, mais sans non plus dévier de Bitcoin. Tu vois, c'est celui Là, qui est tu parles d'un équivalent de Bitcoin Core. exactement, tu vois, c'est un équivalent de Bitcoin. Lui, il a créé ça, Luc Dasher. Et on l'entend pas beaucoup. Le jour, il avait été banni de Twitter parce qu'il avait parlé à quelqu'un. Mais moi, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant selon moi et que j'écoute, quoi. Et juste une précision pour ceux qui nous écoutent. En fait, Bitcoin Core, c'est le logiciel qui fait tourner le protocole Bitcoin. Donc, en gros, dans le white paper, tu as des règles, donc les règles de fonctionnement de Bitcoin, et ces règles-là sont implémentées dans un logiciel qui est Bitcoin Core. Donc, quand tu dis que tu tournes, tu as un nœud chez toi, en fait, c'est Bitcoin Core que tu installes sur un PC et puis tu vas recréer la blockchain. Ça, c'est particulier le truc, parce que quand je l'ai fait, j'étais impressionné. En fait, quand tu crées un nœud, ta machine va se mettre à valider toutes les transactions depuis le bloc Genesis. Donc, tu fais pas que copier la blockchain, en fait. Non, tu recomposes, tu vas reformer la blockchain depuis le début en validant toutes tes transactions. Ça, c'est magnifique. Moi, j'étais assis devant mon PC comme ça quand il était en train de revalider les transactions. J'étais impressionné. Et donc, ce que je dis, c'est que Luc, lui, plutôt que de partir de l'implémentation donc de l'application, le logiciel Bitcoin Core, lui-même, il a recréé un logiciel Bitcoin sur la base de... Putain, c'est un malade. Ah oui, et même s'il est toujours contributeur dans Bitcoin, Mhm. tu vas avoir par exemple certaines personnes, ils vont vouloir utiliser le client de Luc. Parce qu'ils vont se dire que le client de Luc est plus sûr, tu vois. Parce que Luc, il ne fait pas de compromis. Mais bon, Donc c'est c'est c'est- sûr, lui, c'est un il personnage. doit pas avoir ses guides sur sur son... Si. En fait, euh, Si, tu là, sais, ok. à travers les années, tu as différentes modifications qui ont été faites sur le client Bitcoin Core. Client Bitcoin Core. Lui, à chaque fois, pas à chaque fois, mais très souvent, il n'a pas été d'accord sur certaines modifications faites au client. Tu vois. Tu sais, parfois, actuellement, ils sont en train de travailler sur une partie du code pour que ce dont tu parles, l'initial blockchain download, soit beaucoup plus rapide et Mm. beaucoup plus efficace pour que ça ne prenne pas des jours. Tu vois. Tu vas avoir d'autres propositions comme ça pour rendre le client beaucoup plus optimal, beaucoup plus user-friendly, etc. Mais encore une fois, on en revient au trilemme: décentralisation, sécurité, scalabilité. Parfois, tu veux rendre le truc beau, mais peut-être tu vas faire un compromis sur la sécurité. Luc, c'est celui qui ne fait jamais de compromis sur la sécurité, concrètement. Le gardien du temple. Voilà.
Ok, sur ces belles paroles, on va se laisser. En tout cas, merci beaucoup, Nourou, de t'être prêté à l'exercice et de nous avoir apporté tes éclairages pendant cet épisode. Merci à toi, Prince. Merci pour l'initiative. Bon courage pour la suite. Je te souhaite le meilleur et on se revoit au sommet. Voilà. Merci beaucoup, Nourou. Allez, au revoir. Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.